Benjamin, bonjour. Bonjour Vincent. Alors on va parler de l'or ensemble. Et en fait, on pourrait deviser pendant des heures des fondamentaux de l'or. Mais selon vous, le seul critère qui importe, c'est celui de la demande d'or en provenance des acteurs financiers. Hors de ça, rien n'a d'intérêt. Alors c'est pas que ça n'a pas d'intérêt, mais c'est qu'en fait aujourd'hui, ce qui va faire la différence, c'est la demande marginale, la demande supplémentaire ou pas. Et cette demande marginale, elle a plutôt tendance à venir des financiers. Le reste des pôles a beaucoup bougé dans la première partie de l'année parce qu'il y a eu une forte baisse de la demande en bijouterie, notamment en Inde et en Chine. On a eu une légère baisse de la demande industrielle, qui n'est pas un gros pôle de demande sur l'or. On a eu une baisse de la demande des banques centrales, qui ont préféré garder leur argent pour pouvoir éventuellement intervenir s'il y avait besoin dans le cadre de la crise sanitaire. Puis certaines ont vendu tout de même. Certaines ont vendu, la Turquie notamment a vendu, compte tenu des difficultés sur sa devise récemment, au troisième trimestre, elle a vendu un peu d'or. Donc tout ça mis bout à bout a entraîné une forte baisse de la demande. Mais parallèlement à ça, on a eu énormément de demandes de la part des financiers. Ce qui fait qu'au final, la demande d'or sur le premier semestre n'a reculé que d'à peu près 6%. Ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que cette crise sanitaire a eu un impact sur la demande, mais elle a aussi eu un impact sur l'offre. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des confinements un peu partout dans le monde et un certain nombre de pays ont interrompu leurs activités minières. Et donc, ce qu'indique le World Gold Council, le Conseil mondial de l'or, qui suit ce marché et qui publie des états statistiques, c'est que sur le premier semestre, on a eu une baisse de la demande de 6%, certes, mais dans le même temps, on a eu une baisse de l'offre de 6%, ce qui fait que le marché est resté à peu près stable. Alors, ce qui a fait la différence, effectivement, c'est la demande des financiers. Et cette demande des financiers, aujourd'hui, elle s'explique essentiellement par un facteur, c'est le niveau des taux d'intérêt réels et le niveau de rémunération des autres classes d'actifs. Alors on en parle à chaque fois qu'on vous reçoit, Benjamin, mais j'aimerais que vous réexpliquiez pour le public le rôle des taux d'intérêt dans la pétence pour l'or. Alors, c'est vraiment important parce que si on comprend ça, on comprend l'essentiel de ce qui fait le cours de l'or, selon moi. En fait, l'or est un actif financier parmi d'autres qui est à la disposition des investisseurs. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'investir dans l'or ou pas? Et le problème de l'or, c'est que par rapport à d'autres classes d'actifs, comme les actions qui donnent un dividende, les obligations qui donnent un coupon, ou l'immobilier qui donne un loyer, l'or, lui, n'a pas de rendement. Il ne vous donne ni coupon, ni dividende, ni loyer. Et donc, il part avec un désavantage, forcément. Simplement, il s'est passé quelque chose il y a quelques années maintenant, c'est qu'on a commencé à voir sur le secteur obligataire, qui fait quand même le plus gros des investissements des investisseurs financiers, des obligations qui portaient un taux d'intérêt négatif. Et dans ce contexte-là, il s'est passé ce qu'on a appelé chez OFI la théorie de la relativité financière. Un certain nombre d'investisseurs ont commencé à se dire l'or ne rapporte rien, c'est vrai, mais finalement, aujourd'hui, rien, c'est mieux que moins que rien, c'est-à-dire un revenu négatif sur une obligation. Et on a commencé à voir des investisseurs s'intéresser de plus en plus à l'or. Munich Re, premier réassureur au monde, a annoncé en 2015 qu'il renforçait son allocation à l'or. Le fonds de pension suisse a annoncé en 2018 qu'il renforçait son allocation à l'or. Et on le disait tout à l'heure en préambule, il y a eu une très forte augmentation des investissements des investisseurs au travers des ETF sur l'or. Donc une très forte demande. Donc en fait, si on regarde un graphique de l'évolution des cours de l'or et l'évolution des taux d'intérêt réels, on voit ce lien très fort qui existe. Alors, on a justement ce graphique qui apparaît à l'écran et que j'aimerais que vous commentiez. Alors, sur ce graphique, ce que vous voyez en jaune, c'est la courbe d'évolution des prix de l'or sur l'échelle de gauche, qui est en dollars par once. Et ce que vous voyez en rouge, c'est l'évolution des taux d'intérêt réels. Alors, pour rappel, on regarde les taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les taux d'intérêt nominaux, ceux qui sont fixés par les banques centrales, auxquels on enlève l'inflation, parce que quand vous investissez, l'inflation vient grignoter votre capital. Donc, il faut enlever cette inflation. Et donc, sur ce graphique, vous avez en rouge les taux d'intérêt réels, mais il y a une petite nuance, ils sont affichés en inversé. Ça veut dire que quand la courbe rouge monte, c'est que les taux d'intérêt réels baissent. Vous les avez sur l'échelle de droite, en pourcents. Donc, les taux d'intérêt réels baissent quand la courbe rouge monte, et les taux d'intérêt réels montent quand la courbe rouge baisse. Voilà. Donc ce que vous voyez sur ce graphique, c'est qu'il y a vraiment une corrélation inverse très forte. Quand les taux d'intérêt réels baissent, le cours de l'or monte, et quand les taux d'intérêt réels montent, les cours de l'or baissent. Et cette corrélation, elle ne date pas d'hier, on le voit bien, le graphique remonte jusqu'en 2011. En réalité, on pourrait même le faire remonter avant. Tant que les taux d'intérêt ne sont pas trop élevés, on observe cette corrélation forte, donc on l'observe grosso modo sur un graphique jusqu'en 2006. Et donc ça, c'est fondamental. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour savoir ce que va faire le cours de l'or, c'est qu'est-ce que vont faire les taux d'intérêt réels.
Et là, notre conviction aujourd'hui chez OFIAM, c'est que les taux d'intérêt réels vont probablement continuer à baisser, notamment aux États-Unis, puisque ce sont les taux directeurs, on va dire, pour ce marché de l'or, vont probablement continuer à baisser dans les mois et dans les années qui viennent. Alors, si on s'arrête pour les raisons pour lesquelles on pense ça, il y a essentiellement, je le disais, les taux d'intérêt réels, c'est les taux nominaux moins l'inflation. Bon, les taux nominaux, on va enlever ça tout de suite parce que aujourd'hui, ils sont proches de zéro aux États-Unis et la Réserve fédérale américaine a très clairement indiqué que compte tenu des problématiques qu'on connaît en ce moment, les taux d'intérêt nominaux resteraient bas au moins jusqu'en 2023. Donc on sait que jusqu'à 2023, on peut partir sur la base que ces taux nominaux sont à zéro. Donc la question qui compte, c'est que va faire l'inflation? Ou plutôt les anticipations d'inflation. C'est plutôt ça qui va nous intéresser pour voir où les investisseurs vont. Donc vous les voyez remonter. Et là, on voit ces anticipations d'inflation remonter. Pourquoi? Deux raisons principales, une de moyen terme et une de long terme. La raison de moyen terme, c'est la transition énergétique. C'est quelque chose qui échappe beaucoup aux investisseurs, mais le fait de devoir transiter d'énergies denses que sont les énergies fossiles vers des énergies moins denses que sont les énergies renouvelables va avoir un coût. Moins l'énergie est dense, plus ça coûte pour récupérer cette énergie. Et la deuxième chose, c'est que ces énergies renouvelables sont des énergies qui sont des énergies dites fatales. C'est-à-dire qu'elles ne produisent pas exactement quand on en a envie. Comme on ne sait pas stocker l'énergie, eh bien vous êtes obligé de prévoir des solutions de secours, et donc vous allez devoir payer pour deux systèmes en même temps, et ça aura un coût supplémentaire. La conséquence de tout ça, par exemple, c'est que si on regarde l'Allemagne qui a fait sa transition énergétique au cours des 2 dernières décennies, eh bien on constate que le prix de l'électricité en Allemagne est d'à peu près 2 fois le prix de l'électricité en France. Donc ça, c'est la raison première qui devrait conduire à moyen terme à une remontée des anticipations d'inflation. Mais la raison principale, Vincent, et qui est beaucoup plus court-termiste, c'est que la façon dont on est sorti de la crise sanitaire qui nous occupe, dont on est en train de sortir de cette crise, est très différente de la façon dont on est sorti de la crise financière de 2008. En 2008, on a essentiellement utilisé des moyens monétaires. Ça veut dire quoi? Les banques centrales ont injecté des liquidités dans le système bancaire avec dans l'idée que le système bancaire prêterait cet argent à l'économie réelle, que ça pourrait générer de l'inflation. Simplement, comme à l'époque, il y avait une anxiété extrêmement importante, la demande de crédit n'a pas été à la hauteur et on s'est retrouvé avec une courroie de transmission qui n'a pas fonctionné. Donc l'argent qui avait été injecté par les banques centrales n'est jamais vraiment arrivé dans l'économie réelle. La façon dont on est en train de sortir de la crise sanitaire est très différente. On utilise toujours ces moyens monétaires, mais ils arrivent un peu à bout de souffle. Et donc, en complément de ça, on a mis en place des moyens budgétaires et des moyens fiscaux. Ça prend essentiellement 3 formes. Le premier, ça a été les chèques qui ont été envoyés directement à la population américaine par le gouvernement américain. Ça, c'est de l'argent qui est injecté directement dans l'économie réelle et donc qui peut être source d'inflation. Alors pour l'instant, cet argent est épargné parce que la situation est anxiogène, mais sur le long terme, connaissant les Américains, cet argent devrait être réinjecté dans la consommation. Le deuxième, ce sont les mécanismes qui ont été mis en place pour soutenir l'emploi, de compléments de revenus, de chômage partiel, etc. Ça, ces mesures, c'est pareil, ça injecte de l'argent dans l'économie réelle qui pour l'instant est épargnée, mais qui à un moment, une fois qu'on verra la sortie de la crise sanitaire, vont ressurgir dans la consommation et donc probablement entraîner des tensions inflationnistes. Et puis le troisième mécanisme qui pour moi est fondamental, structurant, parce qu'il risque d'être réutilisé dans le futur, c'est le mécanisme qui a été mis en place pour soutenir les sociétés. Pourquoi ce mécanisme est particulier? Parce qu'en fait, ce qu'ont fait les gouvernements, c'est qu'ils ont imposé aux banques de prêter de l'argent aux sociétés en leur disant « on garantit l'opération ». Mais en faisant ça, le gouvernement crée du crédit et donc crée de la monnaie sans passer par la Banque centrale. Donc le gouvernement a compris qu'avec ce type de mécanisme, il pouvait reprendre la main sur la création monétaire. C'est important pour un gouvernement, puisque normalement il est dépendant de la Banque centrale. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il a compris autre chose d'extrêmement fondamental, c'est qu'il peut faire ce changement sans augmenter son endettement. Parce que ce qu'il donne, c'est une garantie. Il ne prête pas l'argent directement, il se donne une garantie. Et à l'heure où les États-Unis vont sortir de 2020 avec un endettement qui va être égal à peu près à 130% de leur PIB, ça sera pareil en France, eh bien ne pas augmenter son endettement est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour les gouvernements. Donc toutes ces mesures-là injectent de l'argent dans l'économie réelle cette fois-ci. Et pour nous, en sortie de crise, cet argent va se retrouver dans la consommation. Donc les anticipations d'inflation vont devoir évoluer à la hausse. Les taux d'intérêt nominaux ne bougent pas. Les anticipations d'inflation augmentent, donc les taux d'intérêt réels baissent. Et pour nous, si on essaye de quantifier tout ça, on ne va pas dire qu'on s'attend à avoir 5 ou 10% d'inflation, ce n'est pas l'idée. Notre idée, c'est qu'aujourd'hui, les anticipations d'inflation aux États-Unis, elles sont aux alentours de 1,40, 1,50%. On pense que ces anticipations pourraient monter aux alentours de 2,5, voire 3%. Et comment ça se traduirait au niveau des cours de l'or alors ça voudrait dire, aujourd'hui, je vous ai dit, on est aux alentours d'1,5 en anticipation d'inflation, on passerait à 2,5, ça voudrait dire qu'on gagnerait 1% sur les taux d'intérêt réels, enfin on perdrait 1% sur les taux d'intérêt réels. Donc si vous reprenez le graphique
qu'on a montré tout à l'heure, vous verrez que comme les taux d'intérêt réels baissent, la courbe rouge monte, elle va monter d'1%. Donc vous arrivez en haut du graphique à -2, et vous avez qu'à lire juste en face ce que vous trouvez sur la courbe pour l'or, sur le graphique de l'or, et vous verrez que l'objectif, avec une hausse de l'inflation de 1%, des anticipations d'inflation de 1%, vous arrivez à un cours de l'or de l'ordre de 2400 $ l'once, ce qui pour nous est une estimation conservatrice, puisqu'on a dit qu'on pourrait éventuellement aller jusqu'à 2,5% d'inflation. Et donc, ça voudrait dire à ce moment-là qu'on aurait un cours de l'or qui pourrait aller jusqu'à 2600 $. J'ajoute une chose, c'est que la Réserve fédérale a d'ores et déjà fait savoir qu'elle était capable, compte tenu du fait qu'on a été longtemps sous son objectif de 2% d'inflation, elle était capable d'accepter une inflation de 2,5-3% pendant quelques mois, voire quelques années, sans augmenter les taux d'intérêt, ce qui ferait que les taux d'intérêt réels resteraient à ces niveaux-là pour un moment. Donc on est plutôt très optimiste pour le cours de l'or, malgré tout, encore aujourd'hui. Donc le message pour tous ceux qui nous suivent et qui s'intéressent à l'or, c'est regarder les anticipations d'inflation et le niveau des taux d'intérêt nominaux, mais on sait qu'ils vont rester bas. Donc là, ce sont les anticipations d'inflation qui vont primer. C'est clair, et beaucoup de gens s'intéressent par exemple aussi au dollar dans ce contexte-là, quand on parle d'or. C'est vrai, mais si vous y réfléchissez, le dollar, quelque part, c'est une dérivée seconde des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt aux États-Unis s'améliorent, la demande de dollars a plutôt tendance à augmenter. Et s'ils se détériorent, eh bien, la demande de dollars a tendance à régresser. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous regardez les taux d'intérêt réels, vous êtes au bon endroit et vous avez une image assez claire de ce que peuvent faire les cours de l'or. Benjamin, merci. Merci Vincent.